L'enregistrement est en cours. Comme il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu se connecter parce qu'on était complet, à notre grande surprise, je vais devoir enregistrer la présentation. Voilà, si quelqu'un est pas à l'aise avec ça, faites-le moi savoir. Mais normalement, ça va bien fonctionner. Il est midi, on va pouvoir commencer doucement. J'attends encore quelques minutes. Je vois que vous êtes beaucoup à arriver. Aujourd'hui, je vais pas être la seule à parler. Je vais être accompagnée de pas mal de personnes que je vais présenter au fur et à mesure. Euh, j'espère que, j'espère que les personnes sont toutes arrivées. Je sais pas si Henri, Prince, Quentin sont là. Bon, en attendant, vous voyez à l'écran une jolie sculpture qui a été faite par un artiste qui s'appelle Von Wong, c'est une œuvre qui était présente juste devant l'entrée des Nations Unies à Genève. Et tous les jours, il rajoutait quelques emballages en plastique euh, pour, euh, pour montrer un petit peu qu'on croulait sous plastique au fur et à mesure des négociations. C'est aussi lui qui avait fait des sculptures, notamment qui étaient présentes sur les précédentes sessions de négociation, avec un robinet qui déversait des tonnes de plastique. Vous avez peut-être vu ces photos. En tout cas, un artiste qui est pas mal engagé et qui fait des jolies œuvres. Je vois que Quentin est arrivé. Hello Quentin. Salut. Euh, et je regarde juste si Henri est arrivé. C'est un autre speaker parmi nous. Je pense qu'il devrait arriver. En tout cas, bienvenue à tous. On est très heureux de faire ce webinaire aujourd'hui. On est très heureux d'avoir plein de participants aussi. Vous êtes 150 inscrits, donc on est très content de ça. L'objectif pour nous, c'était de vous présenter un peu en cette session de rentrée qu'est-ce qui s'était passé à Genève, donc en août dernier. C'était un moment qui était un peu étrange parce qu'on était beaucoup, il y avait beaucoup de personnes en vacances. Donc on s'est dit que la rentrée était le bon moment pour essayer de vous faire un petit résumé de ce qui s'était passé. L'idée pour nous, c'est de vous présenter un peu notre point de vue, ce qui s'est passé, avec notre regard qui était sur place. Forcément, ce sera pas un regard qui sera exhaustif, mais en tout cas, on fera du mieux pour vous partager tout ce qu'on a vécu. Comme on est beaucoup, je vous propose d'avoir un cadre un peu strict. Je suis désolée pour ça. Je vais vous demander de couper vos micros et je pourrais le faire de manière collective si j'entends qu'il y a vraiment trop de micros qui sont ouverts. Et je vous propose d'éteindre vos caméras par souci de bande passante. Je pense que ça sera le plus pratique. N'hésitez pas par contre à poser le maximum de questions possibles dans le chat. Vous avez en bas de votre écran, vous avez un petit icône avec une petite bulle. N'hésitez pas à l'utiliser. On va essayer d'y répondre à la fin. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de questions que vous nous avez posées en commentaire des publications, en tout cas de la communication qu'on a faite, qui vont répondre justement aux questions que vous vous êtes posées. Donc, on va essayer de répondre à ça au mieux. On est 5 à parler aujourd'hui de différents horizons, de différentes organisations, à la fois des scientifiques, à la fois des ONG, à la fois des structures un peu plus étatiques comme l'ADEME. On a tous des points de vue parfois un petit peu différents et on trouvait ça aussi intéressant de vous partager voilà, une vision qui peut être complémentaire avec des regards différents. On n'est pas opposés clairement sur nos positions, mais on trouvait ça intéressant d'avoir plusieurs points de vue. Si ça vous va, je vous propose de commencer par vous présenter un petit peu
Le traité plastique dans son ensemble, parce que c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler, mais c'est toujours bien de se rappeler un petit peu c'est quoi l'objectif, de quoi on part et où on va. Le traité plastique, c'est un projet qui a été débuté en 2022, car l'Assemblée générale des Nations Unies pour l'environnement a identifié que le plastique était un sujet à traiter, et ils ont décidé d'adopter une résolution, la résolution 5.14, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà lu dans les médias, pour aboutir sur la création d'un traité sur le plastique. Pour ça, ils ont donné pouvoir, en tout cas, à la création d'un comité de négociation, un comité intergouvernemental de négociation qui s'appelle le CIN, pour mobiliser l'ensemble des États du monde ayant pour but d'organiser cet échange. Le traité, il aboutit pas du jour au lendemain, il aboutit après plein de sessions de travail, plein de sessions de négociation. Et aujourd'hui, on a été à la 6e session de négociation. Il y en a eu 5 qui ont été réalisées avant, à Punta del Este en novembre 2022, à Paris en juin 2023. C'était notamment un moment où médiatiquement ça avait fait pas mal de bruit parce que c'était à Paris. Pour les personnes qui habitent en France, vous avez peut-être entendu parler de ça à ce moment-là. Nairobi en novembre 2023, Ottawa, donc au Canada en avril 2024, Busan en novembre 2024. À ce moment-là, l'objectif de Busan, c'était d'arriver à un texte final, ce qui n'avait pas été possible par manque de temps et plein de petits verrous différents. Et pour ça a été ajoutée la session qui a eu lieu à Genève en août 2025. Donc cette année, c'était une session qui a eu lieu sur 10 jours. L'objectif affiché, en tout cas, c'est d'arriver à un traité juridiquement contraignant, mais on n'y est pas encore. Aujourd'hui à Genève, donc ce qui était la dernière session de négociation qu'on a eue, on n'a pas eu de traité. En tout cas, on n'a pas eu un texte final, mais ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne nouvelle, dans le sens où, en fait, au début du traité à Genève, en tout cas au début de la négociation de Genève, on avait plusieurs options devant nous. On avait une option de signer un mauvais traité, une espèce de coquille vide où on se serait félicité d'un texte qui serait assez creux et qui n'aurait pas du tout résolu la pollution plastique. Ça, c'était quelque chose que on appréhendait beaucoup, en tout cas qu'on ne voulait pas. Ça, c'était vraiment une option très mauvaise. Surtout que changer un traité, ça prend des années pour le faire. Donc se satisfaire d'un outil qui est finalement creux, ça avait aucune valeur. Les deuxièmes options qu'on avait, qui étaient vraiment pas des bonnes options non plus, c'était abandonner cette histoire de traité. On n'arrive pas à négocier, donc on décide qu'on va arrêter de le faire. C'était pas non plus une option. Il y a beaucoup de pays qui ont investi du temps, de l'énergie pour ça. Donc l'objectif c'était pas d'abandonner, notamment parce que la crise plastique aurait pas non plus été dans la bonne direction. L'autre option qu'on avait, c'était redéfinir le mandat à la fin du traité, c'est-à-dire que aujourd'hui, le mandat de négociation a été donné par, comme je disais, la branche qui s'appelle l'UNEA de l'ONU. Redéfinir un mandat serait potentiellement vouloir dire on va pas faire un traité sur l'ensemble du cycle de vie du plastique, mais comme c'est trop compliqué, on va faire un traité juste sur la fin de vie du plastique. Ça aurait été une option. En tout cas, c'était quelque chose qui était potentiellement sur la table. On va pas dans cette direction et on est très content. Les deux autres possibilités qu'on avait, c'était d'avoir une prochaine session de négociation. On n'a pas assez de temps, on a besoin de plus de temps pour négocier, on ajoute une session. Ou alors, on a un accord très ambitieux et on se met d'accord sur ça. Réalistiquement, on n'y croyait pas beaucoup à cette dernière option. Et donc là, pour l'instant, on est plutôt sur l'option on ajoute une session de négociation à ce traité. Globalement, avant de vous parler des verrous et des leviers qu'on a eu pendant la session de Genève, peut-être mise en perspective un peu plus globale des verrous et des avancées du processus en général pour l'aboutissement d'un traité. Globalement, les gros verrous, c'est qu'on a des pays qui sont pas d'accord un petit peu sur quel est le but de cette négociation. Est-ce que c'est une négociation pour réduire les déchets plastiques? Est-ce que c'est un traité pour couvrir l'ensemble du cycle de vie du plastique, y compris la production? On a des pays qui s'affrontent là-dessus. Globalement, la position des ONG est très en faveur il faut prendre l'ensemble du cycle de vie du plastique pour traiter les enjeux plastiques.
Donc, il y avait vraiment un gros focus là-dessus. Il y avait un deuxième verrou un peu systémique, c'est qui paye. Qui paye pour la sous-pollution plastique existante? Est-ce que c'est les pays qui ont produit historiquement? Est-ce que c'est les pays qui ont les plus grandes capacités de production? Et ça, c'est un débat qui amène pas mal de tensions, en tout cas pendant les négociations. Et le dernier point qui est un peu un verrou structurel, c'est le manque de clarté dans les définitions. Aujourd'hui, on est encore en train de parler de qu'est-ce qu'un plastique, qu'est-ce qu'un cycle de vie, alors qu'on arrive à la fin des sessions de négociation, ce qui amène pas mal de flou, notamment sur bah, quand on se parle de déchets plastiques, comme on n'a pas vraiment bien défini le plastique, qu'est-ce qu'on compte pas, ça amène pas mal de challenges là-dessus. Ça, c'est un peu les verrous qu'on voit depuis un petit moment, mais globalement, ce qu'on voit quand même beaucoup progresser, c'est un discours médiatique qui évolue beaucoup. Au début des sessions de négociation, on avait plutôt un discours médiatique sur le plastique et les déchets, et là, de plus en plus, on a un discours médiatique sur le plastique, la production et l'impact sur la santé. Donc, on voit ça dans le très très positif. L'évolution comme ça, la montée en compétences collectives qu'on peut avoir de ce sujet. Les négociateurs en tant que tels, ça fait plusieurs fois qu'on les voit, ça fait plusieurs fois qu'on échange avec eux. Et les négociateurs sont souvent des experts techniques en négociation internationale qui n'étaient pas tout le temps des experts techniques sur le plastique. Et là, on voit que leur niveau de connaissance technique évolue fortement. Et au-delà même d'aboutir à un traité, ça permet aussi d'avoir des éléments clés, en tout cas des éléments techniques à apporter dans leur propre gouvernement pour essayer de traiter ces enjeux. Donc ça, c'est quand même aussi une avancée au-delà même du traité, qui est grâce au traité finalement. Et le dernier point sur lequel vraiment j'insiste aussi, c'est qu'il y a une grosse mobilisation de la communauté scientifique qui, j'ai l'impression, permet aussi de faire plus de bruit médiatiquement, d'aboutir à encore plus de consensus scientifique sur la question du plastique. Et du coup, ça me fait une super transition pour laisser la main à Marie-France pour voilà, une petite présentation sur qu'est-ce que dit la science et est-ce que la science est écoutée ou pas pendant ces négociations. Marie-France, je te laisse la main. Bien, merci Eva, et puis bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à cette question, je vais commencer par vous rappeler donc ce que dit la science indépendante sur la pollution plastique. Si tu veux bien passer la diapo suivante. Donc moi, je fais partie de la coalition des scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques. C'est une coalition qui comprend 450 membres de 64 nationalités différentes. Ce sont des scientifiques indépendants qui travaillent sur les sujets pluridisciplinaires qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des plastiques, avec une politique stricte en matière de gestion des conflits d'intérêts et de déclaration des conflits d'intérêts. Nos actions entre les sessions de négociation consistent à rédiger des notes de synthèse sur les connaissances scientifiques indépendantes. Ces notes sont accessibles gratuitement via le QR code que vous voyez apparaître à l'écran. Et nous aidons aussi les États membres à appuyer leur position sur les consensus scientifiques. Et aussi pendant les sessions de négociation, on peut être amené à répondre à des affirmations contraires à la science qui seraient faites par certains pays. Évidemment, les pays du bloc des like-minded, dont on va reparler plus tard, je pense, dans ce webinaire, font souvent de la désinformation scientifique ou du déni de la science, participant à la fabrique du doute, toutes ces stratégies développées par les lobbies. Donc, on est aussi là pour répondre à ça. Et pendant les négociations, on va aussi analyser les articles et les options des textes qui sont négociés à la lumière des connaissances scientifiques. Alors, quels sont ces consensus scientifiques sur la pollution plastique? Diapo suivante, merci. Donc d'abord, le plastique n'est pas un matériau circulaire. Ça, tous les scientifiques s'accordent à le dire, tous les modèles s'accordent à le dire, tous les chiffres qu'on peut avoir s'accordent à le dire. Et ceux qui disent le contraire, c'est qu'ils ont des intérêts économiques. Donc ce sont souvent des industriels, soit de l'industrie plastique, soit de l'industrie du recyclage ou de l'industrie pétrolière. Et les chiffres parlent pour ça, puisque sur les 8 milliards de tonnes de plastique qui ont été produits depuis 1950, depuis que ce matériau existe, seulement 9% ont été recyclés. Aujourd'hui, le recyclage mondial concerne autour de 10% des déchets plastiques, donc ça reste très faible. 12% des plastiques produits ont été incinérés et près de 80%, 79% de tous les plastiques produits jusqu'à présent se trouvent encore dans l'environnement, soit dans des décharges, soit directement dans la nature, dans les sols ou dans les rivières, au fond des lacs ou dans les océans. Et ces plastiques ont des impacts
tout au long de leur cycle de vie sur les 3 crises planétaires, donc des impacts sur la pollution bien sûr, mais aussi sur le changement climatique, puisqu'ils sont fabriqués à 99% à partir de pétrole. Ils ont des impacts sur la vie sauvage, les écosystèmes, sur la perte de biodiversité, donc qui est une autre crise planétaire. Et puis on va le voir, ils ont aussi des impacts sur la santé humaine. Diapo suivante. Autre consensus scientifique, les plastiques polluent tout au long de leur cycle de vie. Donc là aussi, la science est claire, ce n'est pas qu'un problème de déchets. Et seules des actions de réduction de la production associées à une meilleure gestion des déchets permettront de limiter la pollution plastique. Donc le plastique pollue lors de l'extraction des ressources fossiles qui sont utilisées pour le fabriquer, lors de la production des monomères, additifs et polymères par l'industrie pétrochimique, qui entraîne des fuites de substances chimiques, de micro- et nanoplastiques, de polluants atmosphériques, lors de la production d'objets en plastique, lors du transport, du commerce, avec l'exemple de la perte de granulés plastiques lors du transport de ces granulés, lors de l'utilisation commerciale, industrielle et de consommation des plastiques. Là, on a de nombreux exemples de libération de substances chimiques toxiques, mais également de particules comme les fibres synthétiques des textiles qui se retrouvent dans l'environnement, l'abrasion des peintures qui contiennent des microplastiques ajoutés, ou encore les microplastiques émis par l'usure des pneus. Donc en fait, quand les plastiques deviennent un déchet, ils ont déjà pollué au cours de toutes ces étapes précédentes. Et puis lors de la gestion des déchets, aujourd'hui, toutes les technologies utilisées pour traiter les déchets, que ce soit la mise en décharge, l'incinération ou le recyclage, entraînent des pollutions de l'environnement et des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Diapo suivante. Et on sait que la pollution plastique affecte tous les organismes vivants, de toute taille et de tous les écosystèmes. Donc on a aujourd'hui 20 ans de recherche et des milliers d'articles, notamment sur les microplastiques dans l'environnement, sur leurs impacts sur les écosystèmes et sur les organismes vivants. Ils peuvent se bioaccumuler le long de la chaîne trophique jusqu'à l'humain. Et les impacts de cette pollution invisible sont liés donc à ces particules, les microplastiques, mais on a aussi des données et des connaissances sur les impacts liés aux substances chimiques présentes dans les plastiques. Diapo suivante. Donc ces substances chimiques, c'est une autre partie de la pollution invisible liée au plastique. Elles ont été dénombrées à plus de 16 000 substances différentes présentes dans les plastiques, dont très peu, quelques pourcents, sont réglementés dans les accords multilatéraux pour l'environnement existant. Et pour plus de 10 000 de ces substances, on ne dispose pas de données de toxicité. Donc on n'a pas de données sur plus de 10 000 d'entre elles. Et un quart d'entre elles sont connues pour être dangereuses pour l'environnement et la santé humaine. Donc là, on voit aussi que la science est claire sur les impacts et les connaissances sur les dangers en fait, de ces substances chimiques présentes dans les plastiques. Diapo suivante. Les impacts de ces substances chimiques sont avérés sur la santé humaine, sont connus depuis des décennies pour des groupes de substances utilisées dans les plastiques, comme les phtalates, les bisphénols ou les retardateurs de flamme bromée ou les PFAS, qui ont des effets démontrés sur des effets neurologiques, des effets sur le système cardiovasculaire, sur le système pulmonaire ou encore sur des effets sur la reproduction. Donc ça, c'est l'état de la science aujourd'hui, rapidement présenté. Donc maintenant que j'ai dressé ce tableau peu réjouissant, que nous disent ces consensus scientifiques sur ce que pourrait être un traité efficace pour mettre fin à la pollution plastique? D'abord, il est nécessaire d'avoir un traité juridiquement contraignant, couvrant l'ensemble du cycle de vie des plastiques, avec des obligations contraignantes visant à réduire la production de plastique, avec l'élimination progressive des groupes de substances chimiques préoccupantes et des produits préoccupants, un soutien financier et technique afin que tous les pays puissent respecter les obligations du traité, un traité qui protège la santé humaine dans un article spécifique. Et il est nécessaire de définir aussi des critères harmonisés au niveau international pour définir les usages essentiels des plastiques, leur sécurité, leur soutenabilité, des critères de transparence. Et enfin, il faut un traité légitime pour une transition juste pour tout le monde et tous les pays, et ce qui pourrait être facilité par la contribution de groupes d'experts indépendants. Donc, ce qu'on a vu depuis Busan et lors du CIN 5.2 à Genève, c'est qu'une très large majorité de pays font référence à ces faits scientifiques et font des propositions de textes qui sont en accord avec la science. Par exemple, il y a eu une proposition du groupe Afrique sur les objectifs du traité qui rappelle bien que le traité doit considérer l'ensemble du cycle de vie du plastique. Une proposition du Panama au CIN 5.1 et une proposition du groupe Afrique à Genève qui inclut la réduction de la production dans
dans l'article 6 et est soutenue par près de 100 pays. La proposition de la Suisse et du Mexique sur l'élimination des groupes de substances chimiques préoccupantes et des produits préoccupants, qui est soutenue par 130 pays. La proposition du groupe Amérique latine et Caraïbes sur les aspects financiers, une proposition du Panama sur la santé humaine. Bref, au final, ces différentes propositions ambitieuses, soutenues par de nombreux pays, mises ensemble, laissent entrevoir à quoi pourrait ressembler un texte ambitieux en accord avec la science. Et on voit que la volonté de la majorité des pays est là, même si aucun consensus n'a pour l'instant été trouvé. On va y revenir, en raison du blocage de certains pays. Les faits scientifiques ont aussi été largement mis en avant dans les discours des plénières des 13 et 15 août, où une majorité de pays a rejeté massivement les nouvelles propositions de texte du président, justement en soulignant qu'il y manquait ces éléments essentiels en accord avec la science. Par exemple, il y a la déclaration de la Côte d'Ivoire qui pointait que le texte proposé le 13 août ne permettait pas de concrétiser la résolution 514 de l'ANUE, ne prenait pas spécifiquement en compte la santé humaine, ne mentionnait pas les substances chimiques préoccupantes et ne traitait pas de la réduction de la production. Donc on peut dire qu'il y a eu des avancées notoires au fil des négociations et elles sont le fruit de l'engagement de la société civile, des scientifiques et également des ONG dont je pense Prince et les orateurs suivants vont parler. Voilà, merci. Merci Marie-France. Je trouve ça vraiment important enfin moi-même j'ai été issue d'une formation où j'entendais constamment que le plastique n'avait pas d'impact sur la santé parce que c'était des molécules qui étaient très stables. Je trouve que c'est vraiment marquant de voir que là aujourd'hui on n'est plus dans ce monde-là, on est dans un monde où c'est scientifiquement prouvé, on a un consensus scientifique sur l'impact du plastique sur la santé. Et ça, c'est prouvé de façon indépendante. Et du coup, Marie-France, je te redonne juste la parole une petite seconde. Il y a quelqu'un dans le chat qui se demande, ça veut dire quoi, scientifiquement indépendant? Tu as mentionné que les scientifiques de la coalition étaient scientifiquement indépendants. Est-ce que tu peux juste nous préciser ça, quelques mots? Alors, ça veut dire qu'on a fait des déclarations de nos éventuels conflits d'intérêts si on a des financements par des industriels, c'est-à-dire qu'on est indépendant de tous les intérêts liés à l'industrie du plastique et au plastique dans l'ensemble de son cycle de vie. On n'a pas d'intérêt économique pour ou contre le plastique. Si on a des intérêts ou si on a les membres qui travaillent également avec des ONG et qui sont aussi scientifiques, sont alors pas considérés comme complètement indépendants. Ils peuvent avoir des conflits d'intérêts. Dans ce cas-là, ils sont observateurs dans la coalition des scientifiques. Ils ne participent pas à l'élaboration des notes de synthèse. Donc, indépendant, ça veut dire qu'on n'a pas de conflit d'intérêts qui pourrait biaiser nos recherches sur les plastiques. Donc, la plupart du temps, on est dans des universités qui n'ont pas de financement privé et qui ont une indépendance de pensée. Merci beaucoup Marie-France. Comme le disait Marie-France, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées qui ont été notables grâce à la mobilisation de plein de personnes. Vous dire que il y a une unique raison à tout ça serait faux. En tout cas, c'est la multiplication de plein d'engagements. Je ne sais pas si Prince est arrivé. Prince devait avoir quelques minutes de retard. Est-ce que Prince est ici? Je suis bien là. Ah, trop bien. On vous laisse la parole avec Prince, qui va nous partager un petit peu une des initiatives qui a été prise pendant le traité et parmi d'autres qui ont pu aussi faire bouger les lignes à leur manière. Et vous êtes pas mal dans les participants à avoir signé cette lettre ouverte, donc je laisse Prince le présenter. Bonjour à toutes et à tous. Prince Amboussou, donc d'Objectifs Zéro Plastique. Et je voulais vous parler de notre initiative qui a rassemblé depuis hier plus de 800 ONG autour d'un message clair. Je passe les détails sur pas mal d'éléments qui sont assez indigestes, mais l'élément principal est que nous souhaitons la réduction de la production. Et donc pour cela, on a contacté plusieurs ONG francophones
partout dans le monde et qui nous ont fait le plaisir de signer cet appel, notamment enfin, avec également la fresque du plastique. Et parmi les organisations qui ont été porteuses du projet, nous avons La Terre ne trahit jamais et le CRAC, et une autre dont j'ai mangé le nom. Si quelqu'un peut m'aider, je ne sais pas si Eva a le nom en tête. Parce que le CRAC, c'est Mezza, La Terre ne trahit jamais, c'est... On a des organisations au Sénégal aussi qui nous ont rejoints. C'est ça. Mais en termes de pays, ça donne globalement énormément de pays. Donc la République démocratique du Congo, l'autre Congo, on a des organisations de la Mauritanie, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc. On a des organisations également du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, des Outre-mer, Saint-Pierre-Miquelon, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane. On en a même de Pondichéry en Inde. Donc ça a été vraiment un appel qui a été superbement relayé et suivi. Et lors de cette session à Genève, nous avons pu tout à fait. Si vous pouvez mettre votre adresse dans l'espace chat, je peux vous l'envoyer. Et donc oui, à Genève, on a remis officiellement la lettre avec le nombre toutes les organisations qui ont signé aux chefs de délégation, donc du Burkina Faso, du Mali, de la France, des deux Congos. Exactement, Seco Green, merci beaucoup, ce que j'avais oublié. Et plein d'autres, de la Mauritanie également, plein d'autres délégations qui nous ont félicités pour cette mobilisation. Et chose qui n'est pas commode, c'est que c'était le plus grand appel, avec le plus grand nombre de signatures sur un sujet environnemental au niveau de la francophonie. Donc on peut s'en féliciter. Merci Prince. Je me permets juste d'ajouter que c'était assez important et assez structurant d'avoir un appel qui avait été signé par à peu près 800 ONG parce que ça nous permettait, quand on allait voir les délégations de ces pays en particulier, de leur montrer qu'il y avait des ONG dans leur pays qui suivaient de très près ce qui se passait. Donc ça donnait vraiment du poids à la société civile et même malgré le fait que toute la société civile ne peut pas être présente sur place, il y en a eu plusieurs qui n'ont pas pu se faire accréditer notamment. Donc cette initiative parmi d'autres, elle a permis vraiment que la société civile soit vraiment représentée et c'était assez marquant aussi de donner en main propre les lettres à tous les négociateurs qui étaient très surpris et très contents de voir que voilà, ils n'étaient pas les seuls à essayer de faire bouger les lignes dans leur pays. On a la chance aussi d'avoir une personne parmi nous, Quentin, qui était présent avec la délégation française, qui va nous faire peut-être une présentation un peu plus détaillée des avancées et des reculés un petit peu du texte pendant cette session de négociation à Genève. Quentin, si tu veux y aller, c'est parti. Merci Eva et bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, Quentin Tison, moi je suis ingénieur économie circulaire à l'ADEME et avec ma collègue Agathe Jarry qui coordonne le pôle recyclage au sein de l'ADEME, donc l'agence de la transition écologique. On aidait la délégation française avec de l'expertise technique et puis du soutien sur la prise de notes, l'action de compte rendu. Et je voulais vous parler des avancées et des reculs qu'il y a eu sur le texte. Alors, la première chose à dire, c'est déjà qu'il n'y a pas de nouveau texte officiel qui est sorti de cette session de négociation à Genève, comme ça a été le cas à Busan.
Donc, pour l'instant, officiellement, le texte qui serait repris s'il y a une nouvelle session, ce serait celui de Busan. Pour autant, le chair, donc le président des négociations, a proposé 2 textes. Un premier que je ne commenterai pas parce qu'il était vraiment très très peu ambitieux, avec énormément de recul sur beaucoup de points, et il a été rapidement écarté par les pays de la coalition de la haute ambition. Par contre, il a proposé un deuxième texte à 1h du matin le dernier jour, que je vous propose de comparer avec le texte de Busan pour voir un petit peu quelles étaient les manœuvres, qu'est-ce qui a pu changer, même si ça reste un texte officieux pour l'instant. Et puis un petit point aussi, c'est que je ne représente pas ici non plus les positions de la délégation française. Je vous fais juste un point des avancées sur les textes par rapport à ce que moi j'ai vu dans les groupes de travail, pardon. Mais je ne représente pas la position française, c'est important à préciser. Sur les reculs qu'on a pu voir sur le texte, déjà on peut voir qu'il est moins clair. Eva l'a dit, il n'y a plus de définition clairement établie dans le dernier texte qui a été proposé par le chair. La proposition qui avait été faite par la Chine, c'est de reprendre les définitions des normes ISO, mais ça n'a jamais été clarifié. Donc ça, c'est un premier point. Ça, c'est emblématique, mais sur plein d'autres choses, le texte est moins clair. Il est aussi moins contraignant. Il y a eu tout un jeu de la part d'un certain nombre de pays, notamment du groupe des Like-Minded, de remplacer shall, qui en anglais veut dire doit faire, par should ou may, donc devrait ou pourrait faire. Donc, c'est-à-dire que dans la rédaction du traité, on va dire, voilà, chaque pays doit mettre en place des mesures pour réduire la quantité d'additifs dans ces matières plastiques, ou bannir tel additif, ou gérer les déchets, voilà, tout un tas de choses. L'enregistrement est en cours. Sur un certain nombre de points, on n'est plus sur doit faire, mais devrait ou pourrait faire. Et puis, d'autres points qui ont été ajoutés, c'est prendre en compte les circonstances nationales, les capacités nationales, as appropriate, tout un tas de petits mots qui réduisent énormément les contraintes qui s'appliqueraient sur les pays si jamais il y avait un traité qui aboutissait. Et puis le dernier point, bien sûr le plus important, sur le cœur du contenu du traité, il est beaucoup moins ambitieux, et pour l'environnement et pour la santé. Des choses qui étaient présentes dans le texte de Busan, comme par exemple la restriction sur les substances préoccupantes, donc les chemicals of concern en anglais, est sortie du dernier texte. On n'a plus non plus de mention d'une approche globale qui couvre l'ensemble du cycle de vie des plastiques dans les objectifs, les grands objectifs du traité. Il n'y a plus non plus le comité d'analyse, donc un comité scientifique indépendant associé au COP, qui permettrait de rendre des avis indépendants sur les mesures qui ont été prises et les avancées sur la lutte contre la pollution plastique. Et puis, le plus important, c'est que sur l'article 6 initialement, qui concerne la régulation de la production, donc c'est une des mesures les plus défendues par la coalition de la haute ambition, le fait d'avoir à minima une stabilisation, voire une réduction de la production globale de plastique, de se fixer un objectif là-dessus, ça a disparu. L'option qui est retenue, c'est pas d'article pour l'instant. Et si on bascule maintenant sur les quelques avancées, puisqu'il y en a quand même eu quelques-unes, alors il y a 2 points principaux selon moi. Il y a le renforcement d'une approche de transition juste, avec un article dédié sur lequel il y a relativement consensus. Donc dedans, on va retrouver la reconnaissance et l'inclusion de conditions particulières pour les travailleurs informels, donc toutes ces personnes qui travaillent de manière informelle pour ramasser des déchets ou les valoriser dans des pays où il n'y a pas d'infrastructure officielle légale, on va dire, ou des pêcheurs qui sont dans des situations particulières, enfin tout un tas en tout cas d'approches qui permettent de rendre cette transition plus juste. Et puis la mention des droits, du respect des droits humains, qui n'était pas présente jusque-là. Et le deuxième point important, c'est les bribes d'un mécanisme de financement qui serait un mix entre le GEF, donc Global Environmental Fund, qui est un fonds international dédié à l'environnement qui existe déjà aujourd'hui, qui est déjà utilisé, un nouveau fonds dédié uniquement à
à cette action sur la lutte contre la pollution plastique. Et puis, des partenariats public-privé, qui est une proposition des États-Unis. Et sur les mesures, l'article 8, d'un point de vue technique, je pense, est le plus avancé. Et il inscrit notamment l'obligation de recenser, de mesurer et de résoudre de remédier aux décharges sauvages et aux grosses zones de pollution plastique existantes aujourd'hui. Et l'ajout d'une évaluation de l'efficacité des mesures mises en place avec des plans nationaux. Et je l'ai mis en micro-avancé, mais en fait, c'est plutôt c'est un recul par rapport à Busan et une micro-avancée par rapport au fait de ne pas avoir d'article du tout sur la réduction de la production. Dans le préambule du texte qui était proposé, il est simplement écrit qu'on reconnaît que les niveaux de production et de consommation de plastique actuellement ne sont pas soutenables, ce qui n'a pas de valeur juridique, mais qui en tout cas est un espèce de cheval de Troie, ou en tout cas qui permet de garder ce sujet-là dans le texte, même si, encore une fois, parce que c'est dans le préambule et parce que les termes utilisés ne sont pas juridiques, ça n'a pas de portée pour l'instant. Et un petit rappel des rapports de force, peut-être, qui ont un peu évolué. Donc, la coalition de l'ambition est maintenant à 75 membres, mais on pense qu'il y a entre 100 et 120 sympathisants, contre une vingtaine de pays like-minded. Et il y a quelques pays qui ont changé un petit peu de position, ou en tout cas qui l'ont plus affirmé, et notamment la Chine. Et ça, je laisserai Henri le commenter. Merci Quentin, ça nous donne une vision un peu technique de ce qui s'est discuté à Genève. On espère qu'on vous a pas perdu avec les noms des articles et le déroulé, mais on trouvait ça quand même intéressant de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Mais peut-être mise en perspective un peu plus globale, qu'est-ce qu'on peut imaginer maintenant, après cette session à Genève? Est-ce que la France pourrait prendre un rôle en particulier? Je laisse la parole à Henri de Tara. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Un petit mot, la Fondation Tara, c'est la première fondation consacrée à la recherche scientifique sur l'océan. C'est une fondation qui travaille en partenariat avec les plus grands laboratoires de recherche scientifique indépendants mondiaux, qui travaillent sur les enjeux océaniques globaux, du climat jusqu'à la biodiversité, en passant évidemment par les plastiques. Et à ce travail-là de connaissance vient se greffer, sur ce travail de connaissance vient se greffer un travail de plaidoyer, donc de transformation de cette connaissance scientifique en proposition d'évolution de la société, avec un objectif qui est évidemment de réconcilier nos sociétés avec l'environnement dans une logique de pérennité et de préservation du vivant. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est engagé très fortement sur le traité depuis le début, et qu'on suit avec beaucoup d'attention ces évolutions. Quentin vous a fait une description très intéressante de cette évolution d'un texte officiel, celui du Chair à l'issue de Busan, à celui du Chair à l'issue de Genève. Mais pour que je puisse répondre à la question qui est maintenant, qu'est-ce qui va se passer et comment ça se passe, il faut aussi parler de ce qui n'a pas été retenu, parce que finalement c'est important. La comparaison qui a été faite là est la comparaison d'une proposition à un moment donné du Chair, qui d'ailleurs a été rejetée par l'ensemble, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres propositions. Et il y a eu un certain nombre d'évolutions. Ce qu'on peut dire, puisque je ne vais pas passer un temps trop important sur le détail et rentrer dans chacune des évolutions, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que contrairement à Busan, aujourd'hui, on a bien plus qu'en germe, on a quasiment un texte de traité qui est prêt à l'emploi, c'est-à-dire qu'on a des articles qui sont suffisamment rédigés pour redemander finalement assez peu de travail pour avoir un vrai texte ambitieux. Ce n'est pas évidemment le traité tel qu'il a été acté, il n'y a rien de fait, mais en tout cas, les rédactions ont été beaucoup plus détaillées, beaucoup plus riches. Et puis, on a noté au cours de ces séances de travail, même si là encore, elles n'ont pas été retenues par le Chair, un certain nombre d'évolutions majeures. Parmi celles-ci, moi, je vais en citer 3 et en détailler une en particulier. Ces 3-là, la première, c'est la proposition du Brésil, qui était co-facilitateur sur un groupe de travail, d'avoir un article dédié à la question de la santé, l'article 9 à l'époque, qui a
qui a disparu depuis. Et il faut rappeler que le Brésil a une position qui est assez ambiguë, si on veut le dire gentiment, pour pas dire plutôt opposée, hein, sur ces questions, sur l'ambition du traité. Et donc c'est un fait marquant, un fait assez fort de voir ce pays avoir cette proposition-là, et donc acter que les plastiques, comme le disait très bien Marie-France tout à l'heure, ne sont pas neutres, et que scientifiquement, on sait qu'ils ne sont pas neutres pour la santé et pour l'environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un petit peu moins prégnant, mais c'est quand même significatif. C'est un autre BRICS, qui est l'Afrique du Sud cette fois-ci, qui a en tout cas accepté de travailler et de poser quelque chose sur la notion de soutenabilité de la production plastique. Alors, c'est une notion qui est très contestable, très discutable, mais en tout cas un pays qui est très, on va dire, assez fortement contre l'idée d'un traité ambitieux, qu'il fasse ce pas-là, c'est quelque chose qui est quand même assez important et qu'il faut souligner. Et puis enfin, celle dont je partirai pour évoquer la suite de ce traité, qui est la plus importante à mes yeux, c'est la déclaration finale de la Chine. Alors la Chine a eu une position très bloquante pendant toute la négociation, faut le souligner, il ne s'agit pas de nier ça du tout, mais la déclaration chinoise de la dernière plénière, le 15 août, comporte un certain nombre d'éléments qui sont très très importants et qui en tout cas permettent d'imaginer une suite complètement différente pour ce traité. La Chine, elle a reconnu d'une part, et c'est je pense presque le plus important parce que ça souligne la nécessité de ce temps de négociation et le fait que c'est pas parce qu'on n'aboutit pas à une date fixée à un résultat que c'est un échec en soi. Mais la Chine, elle a reconnu elle-même, et je cite là, que la pollution plastique est un enjeu beaucoup plus complexe que celui qu'imaginait au départ, qu'il concerne toute la chaîne de production, de la consommation, du recyclage et de la gestion des déchets. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important, puisque la Chine, là, dit clairement, il n'y a pas que seulement une question de traitement des déchets. Elle dit d'autres choses. Elle dit notamment que nos économies sont beaucoup trop dépendantes du plastique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même assez marquant, hein, d'un pays qui souligne très très souvent la nécessité de développement pour les pays en voie de développement. Mais en fait, elle imagine par cette phrase-là qu'un développement est possible et qu'il doit être possible sans cette consommation de plastique, qui est évidemment le propos complètement contraire à celui qu'on a entendu d'autres pays, les Américains par exemple, ou les Saoudiens, qui soulignent souvent la nécessité d'avoir une production mondiale de plastique importante pour permettre aux pays en voie de développement d'accéder à la richesse. Et puis, un dernier élément qui me semble très très important de souligner, c'est que la pollution plastique, enfin je cite encore, la pollution plastique, le changement climatique, la protection de la biodiversité sont autant de crises intimement liées les unes aux autres. Et ça, c'est un élément qui est aussi très significatif, puisqu'on l'a, somme toute, assez peu entendu dans des paroles officielles, dans des prises de parole officielles. Et c'est évidemment derrière un pas vers la nécessaire corrélation entre les différents... Henri a été muté. Ah, Henri, t'es sur mute, pardon. Pardon, vous m'entendez? C'est bon, on t'entend. C'est bon? Ouais, je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé, pardon. Donc ce que ça souligne, toutes ces déclarations, c'est qu'il y a un vrai changement. Alors ce changement, il est là, et c'est important de le noter. Ce changement, il est également dans les politiques chinoises depuis quelque temps. Il faut rappeler également que la Chine a eu un rôle très significatif dans le cadre de la Convention de Bâle, qui est un autre texte international important qui, lui, traite des déchets et qui, finalement, cette position chinoise avait permis d'embarquer la question des plastiques à haute toxicité dans cette convention-là. Donc, quelle va être la suite aujourd'hui? C'est aujourd'hui très très difficile de le dire, et on m'a demandé de faire un pur exercice fictionnel qui est toujours très désagréable parce que on est ça vous aura pas échappé, on est dans une période d'incertitude très très importante. D'une part, incertitude au niveau de la gouvernance internationale. On va dire que les instances onusiennes sont bousculées par l'effondrement de leur financement et en particulier de l'effondrement des financements américains, que d'autres éléments, évidemment, viennent percuter ces négociations du plastique. Hein. Quand on rassemble dans une salle 180 pays, ils viennent avec leur background, guerre en cours, conflit d'usage, etc. Et donc tout ça, ça crée un climat qui est évidemment un climat
complexe pour le moins. Un climat qui est très changeant aussi, où il ne s'agit pas de nier du tout les différentes pressions, les différents éléments de pression qui peuvent s'exercer. On a vu notamment les Américains pendant ces négociations de Genève exercer des pressions assez clairement sur un certain nombre de pays. Donc c'est très très difficile d'imaginer aujourd'hui une suite et de pouvoir, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire ce que ça donnera très clairement. Ce qui est évidemment aussi compliqué, c'est qu'on a dans nos propres pays une instabilité qui est plus grande qu'elle ne l'était par le passé, et la nôtre même, celle de la France, qui ne permet pas aujourd'hui, en tout cas pas avant d'avoir les résultats du 8 octobre et puis de ce que ça donnera, de pouvoir imaginer ce que pourrait être la position de la France. L'idée pour moi n'est pas de ne pas répondre à la question, mais bien de préciser que cette réponse que je vais faire, elle est très fragile et elle peut changer du tout au tout dans les jours et les semaines qui viennent. La France, il faut le souligner, a eu une position très ambitieuse dans les dernières phases de négociation, et en particulier à Genève, elle a tenu très fortement ce cap de la nécessité d'une réduction de la production mondiale de plastique. Et ça, c'est quelque chose qui est capital, et on espère qu'elle pourra le tenir encore désormais. C'est un élément majeur, un élément structurant de cette négociation, qui pourrait prendre plusieurs formes. On peut imaginer aujourd'hui qu'on ait un INC 5.3 qui s'organise assez rapidement. On a l'avantage d'avoir plusieurs pays qui se sont d'ores et déjà déclarés plus ou moins volontaires pour l'organiser. Un pays qui s'est déclaré, l'Allemagne, qui s'est déclaré prêt à le financer. On rappelle qu'une des raisons pour laquelle Genève a tant tardé après Busan, c'est qu'on a eu des difficultés à trouver une organisation et un financement de cet événement. Ce sont des événements qui coûtent extrêmement cher et dont le financement est basé sur, finalement, permettez-moi l'expression, mais sur la charité internationale. Il n'y a pas d'autre mot, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, le fait d'avoir déjà une visibilité, c'est quelque chose qui est assez réjouissant. Donc on peut imaginer qu'il y a un INC 5.3 derrière qui s'organise assez rapidement et qui puisse permettre de rediscuter. On peut aussi imaginer que les pays volontaires aient une façon un peu différente d'avancer sur ce travail-là, et qu'elles prennent enfin, je dirais, parce que malheureusement c'est quelque chose qui aurait dû être anticipé et fait peut-être entre Busan et Genève, mais prennent le taureau par les cornes pour arriver à la prochaine phase de négociation avec un texte beaucoup plus abouti, beaucoup plus écrit, et ça pourrait s'imaginer à l'échelle de la haute ambition. Alors, à nos yeux, Fondation Tara, l'imaginer à l'échelle de la haute ambition seulement et qui exclurait la Chine serait une erreur stratégique. La haute ambition, c'est grosso modo un peu moins de 30% de la production mondiale de plastique. Si on y ajoute la Chine, on est à plus de la moitié, 60% même. Et donc, évidemment, vous imaginez que la portée du traité ne serait pas du tout la même. Donc, ça veut dire évidemment avoir, pour nous, une anticipation de ça, une capacité à mobiliser des experts indépendants, à mobiliser des juristes pour pouvoir arriver à la prochaine phase de négociation de façon plus construite. Mais je le redis, tout ça, c'est aujourd'hui un exercice fictionnel qui est intéressant parce qu'il donne à voir un certain nombre de possibilités, mais qui ne s'assoit pas sur une réalité tant qu'on n'a pas une clarté de la position de la France et de la position d'autres États dont les politiques internes sont assez mouvantes actuellement. Et puis pour conclure cette très très courte présentation, je soulignerai qu'il y a également une nécessité pour le secteur industriel, pour le secteur des entreprises, de se positionner désormais sur cette question-là. On a vu une coalition business se créer autour du traité, une coalition business qui a régulièrement appelé à un traité ambitieux. Elle a, à Busan, souligné qu'il n'y avait pas de traité ambitieux sans réduction de la production, en tout cas sans s'attaquer à la question de la production. Aujourd'hui, cette incertitude dans laquelle nous sommes, les difficultés environnementales, pour ne pas dire plus, les conséquences sanitaires que les plastiques font peser sur l'humanité, sont des éléments de fragilité de nos économies. C'est quelque chose de scientifiquement établi, en tout cas économiquement établi. Et il s'agit aujourd'hui que ces entreprises-là, et même bien au-delà, puissent prendre très clairement acte de cette nécessité, et en tout cas qu'elles s'engagent fortement pour le traité. Ça serait un élément facilitateur, évidemment pour une réussite,
pour le bien général, mais également pour avoir des perspectives économiques qui s'ancrent dans une vision à moyen et long terme qui soit claire et qui leur permette un développement plus efficace. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Henri. On arrive à un moment un peu plus d'interaction, de questions. Il y a pas mal de questions dans le chat qui sont arrivées. Je me permets d'en sélectionner quelques-unes. Peut-être Henri, Quentin, Marie-France, Prince, je vous le solliciterai peut-être pour répondre. Il y a une première question qui est est-ce qu'il y a des pays qui sont passés d'une position ambiguë ou ambitieuse à une position contre, en tout cas un peu plus réfractaire? Est-ce que quelqu'un veut prendre la réponse? Quentin, tu as peut-être en lien avec ce que tu nous as dit. Ou Henri, peu importe. Ouais, Henri, peut-être plus. Alors, je vous prie de m'excuser, j'ai eu une petite coupure pendant la question, l'évocation de la question. Est-ce qu'il y a des pays qui sont partis d'une position ambiguë à qui avaient une position ambiguë qui sont plutôt allés vers une position contre le traité? Une évolution comme ça négative de leur position au fur et à mesure des sessions. Alors oui, il y a évidemment des pays dont la position évolue négativement. Il reste assez peu nombreux, mais ça existe pour des raisons tout simplement de changement politique interne. Et je pense notamment au Maroc, qui était un pays assez vocal, faut le dire doucement, parce que c'était pas non plus des grosses prises de parole, mais en tout cas qui a toujours manifesté une volonté de traiter le sujet et qui là c'est clairement rallié au like-minded. Donc c'est un exemple, mais il y en a pas des dizaines, hein. C'est vraiment quelque chose de très à la marge et qui est assez logique, hein. Finalement, c'est une évolution qui correspond à des évolutions politiques du pays. On pourrait aussi évoquer l'évolution de la prise de parole des représentants américains entre Busan et Genève, qui évidemment n'est plus tout à fait la même si, pour être tout à fait honnête, il faut rappeler que la prise de parole de la délégation américaine à Paris, alors qu'ils étaient déjà sous administration Biden, n'était finalement pas très différente de celle qu'ils ont eue à Genève. Donc, ça montre que les évolutions sont toujours possibles. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser plein de questions dans le chat. J'essaie d'y répondre, d'en sélectionner au mieux. La Business Coalition a un site internet sur lequel ils mettent leurs déclarations, donc vous pouvez aller voir un petit peu ce que la Business Coalition propose et partage pour la question qui a été sur ce sujet-là. Je vois qu'il y a quelques questions auxquelles a répondu Marie-France sur le panel intergouvernemental scientifique politique. Est-ce que Marie-France, tu veux nous dire un mot là-dessus? Oui. Oui, donc c'est un panel qui était en négociation aussi depuis 2022 ou 2023 et qui serait pour créer un panel sciences politiques sur le modèle du GIEC pour le climat ou du l'IPBES pour la biodiversité, mais sur les pollutions chimiques et les substances chimiques et les déchets. Donc, qui inclurait de nombreuses conventions, donc les conventions BRS, donc Bâle, Rotterdam, Stockholm, Minamata, Montréal, etc., et éventuellement un éventuel traité plastique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que les pays aient acté le fait qu'on allait créer ce nouveau panel pour informer en fait les politiques avec les résultats scientifiques. Pour l'instant, il n'a pas encore été créé. Il y a encore des incertitudes sur son fonctionnement, sur les conflits d'intérêts notamment qui sont nombreux sur le changement climatique, mais qui sont aussi nombreux sur ces questions de pollution chimique. Donc à suivre, mais c'est un peu aussi ce qui a décidé la création de la coalition des scientifiques, c'est que pour ces négociations du traité plastique, il n'y a pas d'interface science politique, il n'y a pas d'interface officielle qui informe les négociateurs sur les connaissances scientifiques, et on a vu que c'était quand même un manque, puisque c'est un sujet complexe.
et qu'il a fallu quand même toutes ces sessions de négociation au pays pour bien s'informer sur les enjeux de cette pollution qui peut être vue par le grand public ou même par certains politiques qui pouvaient être vus comme juste une question de il faut mettre moins de déchets dans l'environnement ou il faut mieux les traiter, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc oui, la création de ce panel est plutôt une bonne nouvelle. Merci Marie-France. Je vois qu'il y a une question après sur qu'est-ce qui peut se passer après un traité signé. Très clairement, après un traité signé, on irait vers la création de COP, un peu comme le modèle qui se passe sur le climat. Néanmoins, effectivement, les modèles sur le climat est souvent pris comme exemple comme un modèle qui ne fonctionne pas, en tout cas qui a du mal à être implémenté. Ce qui est intéressant dans le traité plastique, c'est que justement, l'objectif, c'est de ne pas tomber dans les mêmes pièges que l'accord de Paris et la faible portée des COP. L'idée, c'est dans le traité plastique de donner beaucoup plus de poids aux COP pour que les COP puissent permettre d'implémenter un traité juridiquement contraignant et efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pays ont rejeté les différentes propositions de texte qui ont été faites par le président des négociations qui permettaient pas de concrétiser très opérationnellement un traité. Néanmoins, un traité, ça met du temps à être mis en place. Même si on a le meilleur traité du monde, l'implémentation, elle peut prendre beaucoup d'années. Donc, pour nous, il y a aussi un enjeu très fort et très rapide de aussi donner les clés à toutes les négociations de tous les pays, à tous les pays en tout cas, de mettre en place sur leur territoire des propres lois ou en tout cas des régulations qui permettent de se protéger à plus court terme. Donc je dirais qu'il y a deux sujets, un traité efficace avec du poids qui est donné au COP et des réglementations nationales qui arrivent dès maintenant. Je vois qu'Henri veut lever la main. Oui, peut-être préciser, parce que je pense que c'est pas évident pour tout le monde que, en fait, ce droit international, il est qualifié en droit de optionnel, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'applique qu'aux pays qui veulent bien qu'il s'applique. Et donc, en fait, il ne s'applique pas aux pays qui ne le signent pas. Ça, c'est, je pense, un élément qui est très, très important. Et qu'une fois qu'un pays a décidé de signer le traité, il y a une seconde phase qui s'appelle la ratification. Et donc, cette seconde phase, c'est un renvoi, finalement, vers les parlements, vers en tout cas les organes décisionnels, démocratiques ou non, d'ailleurs, selon les pays, qui vont valider cette signature. Et après ça, une fois que tout ça c'est fait, il y a encore une nouvelle phase qui est la transcription en droit national de ce traité, en tout cas des intentions du traité. Donc tout ça pour venir abonder à ce que dit Eva, c'est quelque chose qui ne se passe pas en 5 minutes, ça prend du temps. Et évidemment, derrière, il y a en plus cette nécessité de clarifier un certain nombre d'éléments qui vont se passer dans les COP. Donc ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais ça veut dire que c'est un temps long, et que ce temps long, évidemment, il ne justifie pas d'une inaction à une échelle continentale ou une échelle nationale. Merci Henri. Je vous propose de maintenant parler de financement, parce que je vois qu'il y a une question sur ça dans le chat. Le financement, ça fait partie beaucoup des négociations et beaucoup du sujet de négociation pendant le traité. On parle de différents mécanismes de financement pour en gros établir sur qui paye la pollution existante, qui paye la collecte des déchets, qui paye le traitement des déchets, qui paye le recyclage du plastique ou l'incinération ou l'enfouissement, qui paye la mise en place de systèmes de réemploi par exemple. Parmi les différents mécanismes, il y a un mécanisme qui existe qui est le crédit plastique et le crédit nature. Et on a une question là-dessus. Est-ce que les mécanismes de type crédit plastique sont abordés pendant les négociations? Henri, je vois que tu ouvres ton micro. Oui, je peux y répondre. On y a pas mal travaillé à Ottawa parce que le sujet a fait irruption à ce moment-là sous la pression ou sous la proposition de l'OMC et de la Banque mondiale, et plutôt de la Banque mondiale d'ailleurs que de l'OMC, de la Banque mondiale à ce moment-là. Donc, sont des outils. Il ne faut jamais confondre l'outil et la fonction de l'outil et ce qu'on fait de l'outil. Ce n'est évidemment pas en soi quelque chose qui va résoudre la crise plastique. C'est pas parce qu'on met en place des crédits plastiques qu'on va réussir à les résoudre. Aujourd'hui, ce sont des outils volontaires, donc ils sont expérimentés par certaines entreprises. Ce sont des outils qui ont énormément de défauts, et notamment le défaut majeur, c'est qu'ils ne s'appuient pas sur un objectif. C'est-à-dire qu'en gros, on dit on va mettre en place des crédits plastiques, mais qu'il n'y a pas un objectif commun, collectif, qui a été adopté. C'est-à-dire que, évidemment, si on dit
On est aujourd'hui à, je dis une bêtise, 1000 unités de production mondiale de plastique. Il faut qu'on arrive à 500, et ces 500-là font l'objet d'un marché mondial qui sont répercutés, qui sont vendus sous forme de crédit plastique. On aura une efficacité très très importante parce que ça veut dire qu'on va enchérir de façon très importante les matières plastiques et que donc on va avoir un effet dissuasif de leur usage ou au contraire un effet qui sera favorable à des alternatives, qu'elles soient organisationnelles ou de matériaux. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est plutôt sur une logique de crédit volontaire. Et si c'était cette logique-là qui était retenue, évidemment, ce serait quelque chose qui rencontrerait les mêmes travers que ceux qu'on connaît sur les crédits volontaires et les crédits plastiques, c'est-à-dire une capacité assez faible à pouvoir infléchir les tendances globales, parce que si on a adopté ces matériaux que sont les plastiques, c'est parce que, comme le disait l'adage, ils sont fantastiques, en tout cas techniquement, ils sont fantastiques. On peut en faire beaucoup de choses qui sont difficiles à remplacer et sur lesquels il y a beaucoup de travail très coûteux pour les remplacer. Et donc, finalement, les crédits auront beaucoup de mal à venir contrebalancer ces qualités, entre guillemets, du plastique. Donc, crédit plastique, sûrement pas l'outil financier numéro 1 du traité, et crédit plastique, oui, à condition qu'il s'inscrive dans un cadre très pensé et très restreint, très contraignant de la réduction de la production mondiale. Pour amender à ce que dit Henri, effectivement, tous les mécanismes de financement, en tout cas du côté ONG, on veut faire très attention à ce qu'ils nourrissent la réduction de la production et pas ce qu'ils nourrissent le fait de perpétuer un modèle vers la collecte et le recyclage qui ne permet pas du tout de résoudre la crise plastique sur le long terme. Donc, c'est vraiment le point d'attention à tous les mécanismes de financement qui peuvent exister. Il y a une question qui était, est-ce que les grandes entreprises, et les grandes entreprises dans tout ça, Coca et compagnie, étaient-elles présentes à la table des négociations? Peut-être un petit commentaire là-dessus. Lors des négociations, en fait, il y a différents rôles qui sont là. Il y a le rôle du secrétariat qui coordonne ou organise les négociations, les rôles des négociateurs qui représentent des pays, qui représentent les gouvernements et les observateurs. Au sein des négociateurs, parfois, il y a certains pays qui accréditent des entreprises. On voit que c'est notamment le cas du côté des like-minded, donc des gens qui veulent pas forcément traiter. D'accréditer des entreprises, ça permet d'avoir quelques informations pour elles de façon supplémentaire. Mais du côté, par contre, des observateurs, on peut avoir le statut de scientifique, comme l'a porté Marie-France, le statut d'ONG, comme on a pu l'être avec Henri, Prince et moi-même, et aussi le statut de entreprises, quoi, observateurs entreprises qui sont aussi des observateurs, qui font ou pas partie de la Business Coalition, c'est le groupe d'entreprises dont vous parlez tout à l'heure. Donc oui, Coca était présente parmi ces négociations, pas sous une étiquette Coca, mais sous une étiquette d'une fédération professionnelle un peu plus globale, qui permettait de pas avoir le nom Coca qui était présent. Donc oui, bien sûr, elles sont présentes. Ces organisations, elles ont du poids. Et moi, ce que je trouve ça particulièrement important et pertinent, c'est de se dire que ces organisations, elles ont beaucoup plus de poids et beaucoup plus de moyens, en termes d'avocats en droit internationaux, de spécialités sur des points précis. Donc attention, oui, elles sont présentes, mais en plus elles ont du poids parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière elles, alors qu'il y a pas mal d'ONG qui ne sont pas à temps plein sur ces sujets-là, ne sont pas experts du droit international, etc. Donc oui, elles étaient présentes et elles ont du poids. Je vois qu'il y a une petite dernière question, après je propose de clôturer. Est-ce qu'il y a des désaccords au sein des pays de la coalition de la haute ambition sur la question du financement? Bonne question, celle-là. Henri, est-ce que tu veux prendre, ou Quentin? Oui, je peux prendre. Enfin, Quentin, si tu préfères, pas de souci. Moi, je peux dire une phrase et je te laisse la suite. C'est juste qu'il y a beaucoup de pays qui ont pris la parole dans ce sens. C'est qu'en fait, parler de financement alors qu'il n'y a pas encore de traité avec un contenu clair, n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, on ne sait pas encore ce qu'on va devoir financer, ce qu'on veut vraiment faire. Donc, à ce stade, la question de financement, sur le mécanisme, on commence à voir à peu près ce qu'on veut faire. On n'a aucune idée de ce qui serait financé derrière. Oui, je ne vais pas ajouter grand-chose parce que sinon ça serait long et on rentrerait beaucoup dans le détail, mais effectivement aujourd'hui
La question des mécanismes, elle est importante. Elle a avancé finalement à Genève, indéniablement. Mais le fond de la question reste qu'est-ce qu'on va financer, comment on va le financer. Donc il y a des dispositifs qui existent et il y a notamment le GEF, qui est un mécanisme financier. Donc les pays du Nord souhaiteraient qu'on se contente du GEF, on va dire ça pour faire de façon un peu simpliste, alors que les pays du Sud voudraient un dispositif complémentaire pour pouvoir financer la transition. Mais derrière, évidemment, la question est qui finance quoi? Je pense que, en tout cas pour nous, Fondation Tara, c'est clair qu'il y a une nécessité de financer une transition et que cette transition-là, elle doit être actée et chiffrée et accompagnée par un dispositif financier issu du traité, mais qu'il ne faut pas, ça serait dramatique, imaginer que ce dispositif financier vienne se substituer à la responsabilité des producteurs ou au principe de pollueur-payeur, qui est quand même un principe fondamental en droit. Voilà. Marie-France, tu veux prendre la suite? Oui, je voulais juste rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Henri, et en particulier sur la responsabilité des producteurs, et qu'il faut faire attention aussi que cette soi-disant mésentente au sein de la haute ambition sur les questions financières peut être aussi quelque chose qui est instrumentalisé par les pays qui essaient de bloquer et qui essaient de bloquer le processus aussi par cette voie-là. Parce qu'on a quand même remarqué que les pays ambitieux, en fait, ils incluent des pays du Nord, des pays du Sud, des pays en développement, et même des pays producteurs de pétrole. Donc il y a quand même un consensus sur ces pays ambitieux, sur ces questions. Et la question financière, bien sûr, elle est importante, il va falloir qu'elle soit résolue. Mais c'est pas ça qui bloque le traité. Hein. Ce qui bloque le traité, c'est quand même les pays qui négocient de manière contre-productive pour essayer d'empêcher les choses d'avancer. Merci à tous. Je vois qu'il est 13h05. On peut rester quelques minutes supplémentaires pour ceux qui souhaitent. Sinon, merci à tous ceux qui ont été présents. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous connecter. Merci pour ça. On reste à votre disposition par LinkedIn, mail, etc. On était ravis de vous avoir parmi nous. Merci. Merci beaucoup Eva pour l'organisation. Merci Eva. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci.